Bienvenue dans le futur. Comme les mammifères marins qui nous ont précédés il y a des millions d'années, nous les hommes commençons à nous réadapter à la vie sous-marine. Les obstacles et les dangers sont multiples. Des coulées de lave volcanique brûlante et une pression écrasante peuvent tuer les imprudents. Dans un certain sens, il est plus facile de vivre dans l'espace qu'ici. Nous connaissons pourtant mieux la Lune que les profondeurs de notre propre planète. Les océans sont l'ultime frontière de la Terre. Les rêves et le destin qui nous poussent à faire le grand saut. Et une technologie toujours plus performante permet d'y arriver. Nous pouvons désormais vivre comme les auteurs de science-fiction et autres rêveurs l'ont imaginé depuis longtemps, sous la mer. Gulfstream 40, ici l'hydronavette 1. Phase d'approche par le nord-est à 3 nœuds. Reçu Gulfstream 40, vous pouvez accoster au port principal. Une nouvelle colonie sous-marine est en cours d'exploitation à 30 mètres de profondeur dans les eaux chaudes de l'Atlantique. Des dômes collectifs relient des rangées de capsules d'habitation. Les premières familles d'aquanautes sont sur le point de s'installer. Certains en ont rêvé et s'y sont préparés toute leur vie. Pour d'autres, c'est probablement leur premier voyage sous les vagues. La Terre est couverte à 70% d'eau d'une profondeur qui atteint 11 km à certains endroits. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'à la façon dont nous peuplons notre planète, nous ne pouvons pas nous permettre d'en laisser les 3/4 inutilisés. Vous pouvez être certain que d'une façon ou d'une autre, on va s'y installer. Pour l'instant, on s'est contenté de visites ponctuelles. Mais serait-il possible d'y vivre si nous le voulions ou si nous le devions? Imaginez que nous soyons obligés de construire une colonie autonome sur le plancher océanique et rapidement. Certains disent que le changement climatique et la dégradation environnementale ne font qu'accentuer l'urgence. Si nous disposions de 10 ans pour construire une colonie capable d'accueillir une centaine de familles, avec peu, voire aucune assistance de la surface, pourrions-nous le faire? Voici comment les choses pourraient se dérouler. Ce ne sera pas facile, nous partons quasiment de rien. Aucun humain ne vit en permanence sous la mer. Aucun. Il y a beaucoup de visiteurs, mais aucune personne, aucune famille ou colonie n'y a jamais séjourné de façon permanente. Et ils sont très peu à vouloir tenter l'aventure. L'un d'eux s'appelle Lloyd Godson. C'est un biologiste marin de 32 ans. Pendant 14 jours, il va vivre dans une petite cabine de 6 mètres de long sur 2,50 m de large. Celle-ci est lentement immergée dans un aquarium marin en Allemagne. Pour l'instant, j'ai juste mon lit de camp et une petite table. Il faut encore que j'apporte ma nourriture et l'évier, et il faut que j'installe tout ça. Il compte également produire sa propre électricité avec un vélo. Mais comme tous les autres pionniers avant lui, il va vivre dans des conditions spartiates. Les habitats sous-marins des années 1960 et 1970 étaient souvent des endroits très inconfortables. Si on regarde les systèmes de support de vie et les problèmes des habitats précédents, on s'aperçoit qu'il s'agissait de cocons en acier inoxydable qui étaient très rudimentaires. Personne n'aurait envie de vivre longtemps dans un endroit pareil. Comme le Sea Lab 1, construit par la marine américaine en 1964. Des choses élémentaires ne fonctionnaient pas. Les toilettes ne fonctionnaient pas. On ne pouvait pas y entrer et en sortir rapidement en cas d'urgence. Autant d'obstacles qu'il nous faudra surmonter. Sinon, cette frontière sera toujours fermée, interdite. C'est comme ça. Il faut que ça change. Il faut qu'on ouvre cette frontière. Pour commencer, il faudra fractionner la besogne en différentes étapes.
trouver un site adapté, concevoir des bâtiments d'habitation étanches, utiliser des matériaux qui résistent à la pression, les construire sous l'eau, devenir autonome, créer de nouveaux véhicules pour se déplacer sur de longues et courtes distances. Et pour finir, construire une nouvelle communauté sous la mer. Étape numéro 1, trouver un site adéquat pour notre colonie. Il nous faut un endroit où on peut installer des bâtiments et des gens avec un accès à l'électricité et à la nourriture. Un endroit suffisamment profond pour se protéger d'une des forces les plus meurtrières de la nature, les ouragans, qui balaient régulièrement la surface des eaux. Un site pas trop profond, parce que plus on s'enfonce dans l'océan, plus la pression de l'eau est forte et plus c'est dangereux. À 3 mètres de profondeur, un plongeur peut se perforer les tympans s'il ne parvient pas à équilibrer la pression. À 300 mètres de profondeur, les poumons d'un plongeur sont écrasés. Nous devons donc trouver l'endroit idéal pour notre colonie. Mais où ? Paradoxalement, nous avons de meilleures cartes de Mars et de la Lune que des surfaces immergées de notre propre planète. On voit l'espace et on peut s'imaginer là-haut. On ne voit pas en bas. Mais des satellites équipés de capteurs plus sophistiqués explorent les profondeurs les plus inaccessibles de la Terre. Ces nouvelles données, combinées avec des techniques de visualisation plus performantes, révèlent de nouveaux massifs montagneux et de nouvelles vallées jusqu'alors inconnues. Un site éventuel pour l'installation de notre colonie se trouve au large de l'État de Washington, une zone montagneuse volcanique sous-marine. Des véhicules submersibles téléguidés, appartenant à des instituts de recherche ou des organismes privés, commencent à explorer ces montagnes sous-marines. Leur intérêt pour un colon sous-marin, c'est qu'il s'agit d'écosystèmes insulaires autonomes qui remontent parfois presque jusqu'à la surface. C'est particulièrement vrai pour certaines montagnes sous-marines du Pacifique Nord. La colonie pourrait s'y installer. Elle pourrait bénéficier de cette source de nourriture qui foisonne dans les eaux alentours. On trouve les montagnes sous-marines le long de la dorsale médio-océanique, cette chaîne longue de 65 000 km. Ici, les explosions volcaniques renouvellent en permanence le plancher océanique. Dans les profondeurs obscures que l'on croyait inhabitées, on a découvert des oasis foisonnantes de créatures étranges. Elles se développent grâce à la chaleur qui s'échappe du noyau en fusion de la Terre. La faune se rassemble autour des fumeurs noirs, ces cheminées qui crachent une fumée bouillante riche en minéraux directement exploitables. Donc, au lieu de creuser le sol pour récupérer ces minéraux en détruisant de vastes chaînes de montagnes, on exploite la matière liquide. Ce sont des métaux purs que vous remontez à la surface. C'est votre produit. Un fumeur noir conviendrait mieux pour un avant-poste industriel que pour une colonie sous-marine. Les aquanautes, ces nouveaux résidents sous-marins à plein temps, vont préférer habiter dans la zone photique où la lumière pénètre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et là où la faune et la flore sont les plus abondantes. C'est pour cette raison que les prospecteurs vont plutôt choisir de construire leur colonie au large des côtes orientales de la Floride, le long du plateau continental. Il s'étend sur 100 km avec des profondeurs souvent supérieures à 180 mètres. Le site de Conch Reef, au large des Keys, a déjà fait ses preuves. Il abrite l'un des seuls laboratoires de recherche sous-marin du monde, Aquarius. Il est dirigé par NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, et par l'Université de Caroline du Nord à Wilmington. Cela fait 20 ans que les scientifiques y mènent des missions sous-marines de 10 jours. À 15 mètres sous la surface, ils sont attirés par les mêmes qualités qui séduisent la colonie, à savoir beaucoup de lumière solaire et une grande diversité de vie sous-marine. Un problème cependant, la Floride est juste au milieu d'une des régions du monde les plus exposées aux ouragans.
Il faudra s'assurer que les bâtiments de la colonie seront à l'épreuve des ouragans, parce qu'on ne pourra pas l'évacuer entièrement à chaque tempête. Installer les habitations dans des eaux légèrement plus profondes, disons à 30 mètres, est peut-être une solution. Une fois le site choisi, nous entamons la deuxième année de l'énorme chantier de 10 ans de notre colonie sous-marine imaginaire. Des relevés approfondis sont réalisés par des robots et des plongeurs qui préparent la prochaine étape du projet, installer des bâtiments et des gens. Des architectes préparent l'étape numéro 2 de la création d'une colonie sous-marine au large des côtes de la Floride. Ils vont construire des bâtiments adaptés à la vie sous-marine à 30 mètres de profondeur. La première chose à ne pas oublier, c'est que même si cet espace est attirant, même s'il est magnifique, il est mortel pour nous. Il est mortel pour 2 raisons. Les humains ne peuvent pas respirer sous l'eau et l'eau est 800 fois plus dense que l'air. Cet excès de poids génère une pression plus forte, 1 kg par centimètre carré à chaque fois que le plongeur descend de 10 mètres. Le laboratoire sous-marin Aquarius est situé à 15 mètres de profondeur, une profondeur 2 fois plus importante que celle de notre colonie, où la pression sera 4 fois plus forte que celle de notre atmosphère au niveau de la mer, soit 4 kg au centimètre carré. Si vous vouliez descendre à 30 mètres de profondeur en plongeant depuis la surface, vous ne disposeriez que de 20 minutes par plongée. C'est à cause des effets d'une forte pression sur le corps humain. Dans ces cas-là, les gaz que l'on respire se dissolvent dans le sang et les tissus. Quand on remonte directement vers la surface, des bulles de gaz se forment. Comme dans une bouteille d'eau gazeuse qu'on secoue, si vous ouvrez le bouchon trop vite, l'eau va gicler. La même chose peut se produire à l'intérieur de votre corps quand vous passez trop rapidement de la forte pression des profondeurs à la faible pression de la surface. La formation de bulles dans le sang, qu'on appelle la maladie des caissons, est très douloureuse et peut être fatale. Pour éviter les accidents de décompression, un plongeur a le choix entre 2 possibilités. Respecter strictement de longs paliers de décompression en remontant vers la surface pour laisser le temps au gaz de se dissoudre sans danger. Ou retarder la décompression en se réfugiant dans un habitat sous-marin. La cabine expérimentale de Lloyd Godson se trouve à peine à 4 mètres de profondeur, l'équivalent de 1,4 atmosphères. En général, les plongeurs pensent qu'une pression aussi faible ne les affectera pas. Ici, j'ai tout un tas de choses. Il a des réserves pour 2 semaines, mais Lloyd Godson ignore quel sera l'effet de la pression sur son corps et son esprit après une période aussi prolongée. Il vit dans ce qu'on appelle un habitat à pression ambiante. La pression de l'air à l'intérieur est la même que celle de l'eau environnante. Un compresseur externe produit un courant d'air continu dans la cabine de Lloyd Godson. Je reçois environ 230 litres d'air frais par minute par ce tuyau là-haut. Il est équipé d'un silencieux à son extrémité pour neutraliser le bruit. Sa préoccupation principale est que le compresseur tombe en panne. Au moindre incident ou à la moindre fuite, son habitat pourrait subir une baisse de pression et l'eau commencerait à s'infiltrer par les écoutilles du sol. Le soir, quand il va se coucher, Lloyd laisse une lumière allumée pour qu'un assistant puisse s'assurer qu'il ne se noie pas pendant son sommeil. La caméra de sécurité doit me voir quand je suis couché. Je laisse donc cette lumière allumée. Ensuite, je tire les rideaux et je souhaite une bonne nuit à mes amis poissons. Jan Koblik en sait plus que n'importe qui sur les habitats à pression ambiante. Dans les années 1960-1970, il s'occupait d'habitats sous-marins dans les Caraïbes où venaient s'entraîner des astronautes. L'un de ces habitats est aujourd'hui un hôtel au large de Key Largo en Floride. Ensuite, on sortait d'ici en nageant et on allait dans la nacelle.
Les deux chambres cylindriques sont séparées par ce qu'on appelle un puits central. Les habitants de première génération avaient généralement des portes ouvertes. On les appelait des puits centraux. C'était comme si on avait pris un verre, qu'on l'avait vidé de son eau, qu'on l'avait retourné et qu'on l'avait mis dans l'eau. L'eau ne pénètre pas dans le verre à cause de la pression de l'air. Ici, les plongeurs ont un accès permanent au fond marin. À un moment donné, on passait jusqu'à 6 heures à travailler dans l'eau. On nageait jusqu'à l'habitacle, on se faisait une tasse de café ou de thé, on regardait par la fenêtre, on faisait le point sur ce qu'on avait fait et on repartait. Les résidents d'un habitat à pression ambiante ne décompressent qu'une seule fois à la fin de leur mission. Mais après avoir passé une semaine à 30 mètres de profondeur dans la future colonie, il faudra passer 2 journées à décompresser avant de rentrer chez soi. Pas question d'imposer ça à tante Myriam et aux enfants. Quand ils viendront dans l'habitacle sous-marin, on ne va pas leur imposer des journées de décompression pour pouvoir quitter l'habitacle. Une construction à pression ambiante est-elle conseillée pour une colonie habitée par une centaine de familles? Une colonie dans laquelle les aquanautes vont passer des mois, voire des années d'affilée à 30 mètres de profondeur. Jan Koblik pense que non. Les humains ne sont pas faits pour respirer de l'air sous haute pression pendant de longues périodes de temps. Quand on respire de l'air à une grande profondeur, on souffre d'intoxication à l'oxygène. On s'imagine avoir besoin d'oxygène, mais on n'a qu'un faible niveau, une faible tolérance à l'oxygène. Si vous en avez trop ou trop peu, vous aurez des problèmes. Les plongeurs de la marine qui travaillent en profondeur respirent des gaz rares minutieusement dosés pour les fortes pressions. Respirer ce genre de mélange quotidiennement peut avoir des conséquences néfastes sur le corps humain. Des problèmes médicaux plus ou moins graves se déclarent, tels que la narcose à l'azote, un état proche de l'ivresse, ou des infections chroniques des oreilles provoquées par une humidité excessive. Et des maladies encore plus sérieuses, comme la nécrose des os. Donc, au lieu d'un habitat traditionnel, les architectes de la colonie sous-marine vont devoir imaginer une construction radicalement différente, plus proche d'une station spatiale. L'essentiel du bâtiment aura une pression atmosphérique d'1 bar, équivalente à celle à laquelle nous sommes adaptés naturellement. Des sas sépareront les quartiers d'habitation des quartiers d'activité qui permettront aux plongeurs d'avoir un accès direct au fond marin. Ces espaces doivent rester le plus près possible de la pression ambiante de l'océan alentour. Avec 30 mètres d'eau qui pèsera sur la construction, la structure de ce nouvel habitat hybride devra être beaucoup plus solide qu'un immeuble normal. Pour cela, il faudra passer à l'étape numéro 3 et utiliser des matériaux capables de résister à une énorme pression de 4 kg par centimètre carré. Michael Schutt dessine et construit des structures pour aller sur l'eau ou sous l'eau, qu'il s'agisse de bateaux ou d'hôtels immergés. Il utilise une grande quantité de matériaux ayant servi à fabriquer l'aquarium dans lequel se trouve la cabine de Lloyd Godson. La différence entre un aquarium et un habitat, ce sont les poissons, en fait. L'ingénierie nécessaire à la fabrication des baies vitrées et des structures qui les supportent est très proche de ce qu'il faut faire pour une structure sous-marine. Il y a une porte étanche ici et une autre là. Une modélisation informatique sophistiquée permet à Schutt d'évaluer précisément comment les matériaux vont réagir sous une telle pression. Tandis qu'autrefois les architectes étaient contraints de faire des petites fenêtres par crainte des fuites ou pire encore. Si vous avez un incident grave à 50 mètres de profondeur dans l'océan, vous mourrez. Donc je suis absolument certain, après avoir réalisé la conception d'une paroi de verre ou d'un hublot de 2 mètres sur 4, que grâce aux méthodes qui nous permettent d'analyser le comportement de la structure, je peux en toute confiance passer à la réalisation concrète. L'acrylique transparent résiste non seulement à la pression de l'eau, mais il résiste également mieux que l'acier traditionnel aux effets corrosifs de l'eau de mer. Comme c'est déjà le cas dans les aquariums, ce matériau offrira aux colons sous-marins une vue spectaculaire. Sous l'eau, vous êtes entouré par cet environnement extraordinaire.
Et effectivement, nous voulons exploiter la vue au maximum. Nous voulons maximiser l'impact de ce qui se passe à l'extérieur. Cette idée de cultiver des coraux ou des bénitiers géants est tout à fait envisageable. Concevoir des capsules d'habitation et des espaces collectifs avec des restaurants et des salles de sport est relativement facile. Les installer sur place, en revanche, est un vrai défi. Les architectes décideront probablement de construire les différents modules qui constitueront la colonie sous-marine dans des chantiers navals et des cales sèches, comme les sous-marins modernes. D'ailleurs, les fabricants de sous-marins seront peut-être chargés de la construction du bâtiment étant donné leurs compétences. Il leur faudra descendre les modules sur le fond marin pour les relier ensuite les uns aux autres. Ce qui nous mène à l'étape numéro 4, l'assemblage de la colonie. Les robots peuvent assurer l'essentiel du travail, mais il faudra également faire appel à une nouvelle génération de plongeurs professionnels pour exécuter ce projet ambitieux. Des hommes prêts à risquer leur vie pour construire et entretenir des bâtiments sous-marins. Aujourd'hui, Phil Nuiten conçoit et fabrique des submersibles. Il a démarré sa carrière dans les eaux froides qui bordent Vancouver comme plongeur professionnel en scaphandrier. C'est très agréable comme façon de plonger parce que vous êtes entièrement entouré d'air. Vous pouvez bouger la tête librement. Vous communiquez parfaitement avec la surface. Vous avez un flot d'air constant. Vous ne faites aucun effort pour respirer. Mais le métier de plongeur peut s'avérer dangereux. Les chantiers sont parfois à des dizaines de mètres de profondeur. Quand ils remontent de telles profondeurs, les plongeurs sont enfermés dans des cloches de plongée, puis transférés dans un caisson de décompression à bord du navire de support logistique. Là, ils reviennent peu à peu à une pression atmosphérique normale. On passe seulement quelques heures dans le caisson. Alors que quand on est descendu à 300 mètres de profondeur, il faut compter 8 jours et demi, 9 jours pour remonter doucement vers la surface. Phil Nuiten a donc choisi une technique radicalement différente qui pourrait s'avérer providentielle pour notre colonie sous-marine. Si vous pouvez éliminer la pression, vous éliminez l'ennemi. Et pour ça, il vous faut une armure. Qu'il s'agisse d'un sous-marin autour de vous qui résiste à la pression ou un sous-marin que vous portez. Il a donc mis au point le New Suit et son successeur, l'Exosuit. Ces scaphandres sont pressurisés et permettent aux plongeurs de descendre jusqu'à 300 mètres de profondeur sans avoir besoin de décompresser. Vous avez un mécanisme logé là-haut. Parallèlement à ça, les paliers circulaires dans le poignet et les autres articulations sont conçus pour tourner en douceur et sans effort. Même si les 300 mètres d'eau pèsent sur eux aussi lourdement qu'un bus à étage. Et Phil Nuiten n'a pas dit son dernier mot. Tu donnes juste un petit coup vers le haut et tu reviens au point mort. Pour permettre aux plongeurs de descendre encore plus loin, il poursuit ses recherches dans d'autres directions. Grâce à la révolution numérique et à l'électronique dont on dispose, pourquoi ne pourrait-on pas fabriquer un sous-marin à peine plus grand que nous? Et pourquoi n'aurait-il pas des propulseurs assez puissants pour voler dans l'eau? Il est également équipé d'un bras articulé de pointe qui permet au pilote du sous-marin de conserver en partie la dextérité d'un plongeur. Une fois terminées les vérifications préliminaires, un pilote d'un nouveau genre est prêt pour une plongée dans son embarcation. Un mini sous-marin comme le Deepwater 2000 donnerait aux aquanautes la liberté d'explorer la zone qui entoure leur colonie jusqu'à 600 mètres de profondeur sans ressentir la pression. Je ne veux pas que les gens soient exposés à la pression. Je veux qu'ils puissent travailler, vivre et jouer au fond de l'océan sans avoir à payer le prix fort. En tant qu'humains, nous sommes naturellement adaptés à la pression atmosphérique du niveau de la mer. Mais grâce à ces scaphandres et ces mini-sous-marins, nous serons bientôt en mesure de travailler à l'intérieur et à l'extérieur de la colonie comme si nous n'avions jamais quitté la surface.
Il ne s'agira pas d'austères avant-postes. Ce seront des villes agréables, conçues par des architectes. Dans ces villes, 95% de l'espace sera à un bar, la pression à laquelle vivent la plupart des gens. Nous entrons dans la 5e année de notre expérience de vie sous-marine. Les bâtiments principaux de la colonie sont installés. Elle est quasiment prête à accueillir la première génération d'aquanautes, les habitants à plein temps des profondeurs. Mais avant qu'ils puissent emménager, nous devons trouver les ressources indispensables au fonctionnement de la colonie, l'électricité, l'air, la nourriture et l'eau potable. Dans un premier temps, la colonie sous-marine dépendra probablement des ressources extérieures pour faire fonctionner tous ces systèmes d'alimentation. Mais elle devrait rapidement passer à l'étape numéro 5 et devenir autonome grâce aux ressources locales. Si on pense à ce qu'il faut pour faire fonctionner une colonie sous-marine, il va falloir importer beaucoup de ressources, y compris de l'eau fraîche, de l'oxygène, de la nourriture. Mais pour installer tout ça sous l'eau, il faut de l'électricité. Voilà 10 jours que Lloyd Godson accomplit sa mission sous-marine de 2 semaines dans l'aquarium. L'un de ses objectifs principaux est de produire sa propre électricité en pédalant sur un vélo. Il a prévu de produire 2500 watts par heure. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Un groupe électrogène déficient l'oblige à pédaler 10 heures par jour. Un taux d'humidité élevé et une atmosphère de 1,4 bar commencent à devenir éprouvants. Les médecins lui conseillent de lever le pied pour protéger sa santé. C'est ce que j'ai fait. Et après quelques jours de repos, je suis plutôt en forme. Je fais ce que je peux. Et peut-être que j'arriverai jusqu'au bout. Avec 2500 watts par heure, on peut faire fonctionner quelques petits appareils comme un ordinateur. Mais c'est moins du 10e de ce que consomme une famille américaine moyenne par jour. Et si une centaine de familles viennent s'installer dans la colonie, il leur faudra au moins 3 millions de watts-heure par jour pour alimenter toutes ces installations. L'électricité est tellement essentielle que la colonie ne peut pas se contenter d'une seule source d'approvisionnement. Des convertisseurs d'énergie en forme de serpent ont donc été installés à la surface de l'eau pour flotter sur la houle. Les vagues actionnent des vérins hydrauliques fixés entre les segments, produisant ainsi de l'électricité. Mais la vraie source d'énergie se situe au large et bien plus bas. Ce qu'on voit ici est ce qu'on appelle la Miami Terrace. C'est là qu'il y a le plus de courant et c'est là qu'on va installer nos engins. Au Centre de technologie des énergies marines de la Florida Atlantic University, Howard Hanson cherche un moyen d'exploiter un énorme courant qui circule en permanence à une dizaine de kilomètres des côtes de la Floride, le Gulf Stream. Ça représente des quantités d'eau énormes. Il y a 30 millions de mètres cubes d'eau à la seconde qui circulent à 2 pas de chez nous, dans le sud de la Floride. Avec un courant plus fort que celui de toutes les rivières et les fleuves du monde réunis, le Gulf Stream est une source d'énergie extrêmement fiable. 30 mètres plus bas, 4 turbines doubles tournent comme des moulins sous-marins et fournissent à la colonie toute l'électricité dont elle a besoin. Grâce à cet apport important en électricité, la colonie peut satisfaire à 2 besoins essentiels: pomper de l'oxygène depuis la surface et distiller l'eau de mer qui les entoure. Mais il faudra encore trouver un moyen efficace d'évacuer le dioxyde de carbone que les aquanautes vont rejeter en permanence. Les concepteurs vont certainement se tourner vers la nature pour se débarrasser du dioxyde de carbone et des détritus de la colonie sous-marine. Une méthode expérimentée par Lloyd Godson dans une précédente capsule sous-marine dont l'air circulait dans un serpentin rempli d'une algue monocellulaire, la chlorella. Comme toutes les plantes vertes, elle a besoin de CO2 pour se développer. Je vérifie le pH des algues maintenant. Mais le système n'a pas fonctionné correctement. Le 12e jour, sa tension a augmenté dangereusement, signe d'une trop grande quantité de dioxyde de carbone dans le sang.
Elle est très haute. Carolina, tu m'entends? Oui, Ma femme a plongé pour venir me voir dans l'habitacle. Elle m'a regardé et a dit « Il faut que tu sortes ». Et je l'ai écoutée parce que je me suis dit « Elle me connaît mieux que personne et elle voit bien que je ne vais pas très bien ». Aujourd'hui, une méthode perfectionnée de culture de cette même algue est mise au point. C'est de la chlorella, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le bio-ingénieur Jonathan Trent et son équipe au centre de recherche Ames de la NASA en Californie ont mis au point des sacs en plastique pour cultiver l'algue dans l'eau de mer. Notre innovation est de transférer tout le processus dans l'océan. C'est ça qui est différent. On déplace tout au large. La même technologie, avec quelques modifications, pourrait s'adapter aux besoins de la colonie sous-marine. De longues membranes de plastique seront accrochées à des ancres fixées sur le fond marin. Elles seront remplies d'algues vertes qui agissent comme des épurateurs de dioxyde de carbone. Elles y parviennent grâce à la photosynthèse en utilisant le soleil, le dioxyde de carbone et les eaux usées de la colonie. L'algue, en absorbant ce dioxyde de carbone, peut se reproduire et produire plus d'oxygène qui peut être réinjecté dans la colonie. Et cette même algue pourrait se nourrir des eaux usées de la colonie et les transformer en eau potable. Tous les 2-3 jours, quand une nouvelle récolte d'algues est prête, on peut rembobiner les sacs et moissonner. On peut transformer les algues en biocarburant. Mais pour la colonie, elles seront plutôt une source de nourriture. 50% du poids sec des algues sont des protéines. Cependant, un régime alimentaire composé uniquement de boulettes d'algues, de pâte aux algues et de sirop d'algues risque à coup sûr de déclencher une mutinerie sous-marine. La colonie va devoir trouver le moyen de diversifier son alimentation. Aujourd'hui, les habitats sous-marins agissent comme des récifs artificiels qui attirent les poissons. Dans une future colonie, cela pourrait devenir la base d'une pêche durable et d'une aquaculture en pleine mer. Il y aurait aussi beaucoup de défis à relever pour les aspirants chefs cuisiniers sous-marins. Des méduses à la crème au menu? Les nouveaux arrivants sont accueillis dans leur nouvel univers par des mammifères marins curieux qui sont venus examiner leur embarcation révolutionnaire. C'est l'étape numéro 6 pour notre colonie sous-marine imaginaire. Créer une nouvelle génération de véhicules sous-marins. Oh, c'est pas vrai. Elle se dirige droit sur moi. Graham Hawkes a passé sa vie à mettre au point des véhicules qui permettent aux humains d'explorer l'océan et de côtoyer ces créatures de façon unique. Je l'ai évité de justesse. Elle était magnifique. Magnifique. L'espace aquatique est comme l'espace aérien, il faut s'y habituer. On doit apprendre à évoluer dans cet espace avec rapidité et agilité. L'un de ses premiers véhicules lui a permis de nager avec un couple de dauphins. J'étais devenu l'un des dauphins. Le meneur descendait en piqué dans un petit canyon au milieu des coraux. Et je faisais la même chose. J'avais mal aux oreilles à chaque fois, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me déplacer avec ces gros animaux. Même si les humains s'aventurent sous la mer depuis plus d'un siècle, les principes de base des véhicules que nous utilisons n'ont pas beaucoup changé. La génération actuelle de submersibles habités se déplace dans ce magnifique espace tridimensionnel exactement comme des montgolfières. Les montgolfières du 19e siècle. Ils se font plus lourds que l'eau et ils coulent. Ils bougent un peu et quand ils sont prêts à remonter, ils se font plus légers que l'eau et ils remontent. L'officier de pont recommande de poursuivre droit devant. Droit devant. Bien reçu, chef. Droit devant. Les sous-marins nucléaires ultramodernes ne se contentent pas de bouger un peu. Ils peuvent se déplacer à l'horizontale à plus de 45 km/h. Sa vitesse de pointe est top secret. Mais ce sous-marin est sans conteste le lévrier des profondeurs. Malgré toutes les innovations,
le sous-marin nucléaire fonctionne toujours comme une montgolfière sous-marine. Quand il plonge, il remplit ses ballasts d'eau et pour remonter à la surface, il les remplit d'air. Le concept de la montgolfière sera utilisé également pour les petits déplacements en navette depuis la surface jusqu'à la colonie. Mais quand ils seront installés, les aquanautes auront besoin d'une embarcation plus maniable pour explorer leur nouvel environnement sous-marin. Tribord contact. Bâbord contact. GPS. Chez Hawks Ocean Technologies, les ingénieurs soumettent l'un de leurs derniers nés, le Super Falcon, à une batterie de tests préliminaires. Phare avant. J'adore ça. Ça me permet d'aller dans l'océan, pas forcément tout seul, et de me balader avec de gros animaux. C'est comme si je volais. Prêt à démarrer. Hawks pense que pour véritablement explorer les 2/3 de la planète qu'on connaît à peine, il faut des véhicules qui s'inspirent non pas de la montgolfière, mais de l'avion. Plein régime. Il a mis au point la série Deep Flight, des véhicules équipés d'ailes. On s'est contenté de prendre tous les paramètres du vol aérien et on l'a adapté à une matière liquide qui est 850 fois plus dense. Hélice prête. Dégagez l'hélice. Hélice dégagée. Une fois sous l'eau, le Deep Flight Super Falcon peut se déplacer à 11 km/h. Et il peut descendre hors de portée des rayons du soleil jusqu'à 300 mètres de profondeur. Les occupants ne sont plus limités à ce qu'ils peuvent apercevoir par des hublots minuscules. Comme les baies vitrées de la colonie, les 2 cockpits des véhicules sont fabriqués avec de l'acrylique résistant à la pression. Ils offrent une vue panoramique. Dans un premier temps, les aquanautes auront largement de quoi explorer les alentours de la colonie. Il a fallu près de 10 ans pour installer une colonie sous-marine autonome à 30 mètres de profondeur sur le plancher océanique. Quand ils arrivent, les aquanautes ont un premier aperçu de leur nouvel environnement. Une vaste coupole où sont regroupés les espaces collectifs, les restaurants, les écoles, les centres médicaux, les salles de fitness et les aires de loisirs. On quitte la zone commune par un couloir principal qui mène au module d'habitation. L'espace est limité, 50 mètres carrés pour une famille de 4 personnes. Mais avec une vue imprenable sur un aquarium privé. Dans l'une des branches qui se déploient autour du centre de la colonie, 2 dômes abritent les systèmes de ravitaillement qui permettent à la colonie de fonctionner. À proximité se trouve le hangar où sont basés les véhicules sous-marins et les opérations de plongée. Si la majeure partie de la colonie est maintenue à une pression atmosphérique normale, la zone de travail peut être soumise à une pression ambiante pour faciliter l'accès à l'océan. Au bout de 10 ans, notre mission est enfin terminée. Les bâtiments, les systèmes d'approvisionnement, les véhicules et les gens sont installés. Il reste une dernière étape à franchir. C'est maintenant à la colonie de devenir une communauté viable. Une centaine de familles ont commencé à vivre dans une colonie sous-marine hypothétique, 30 mètres sous les vagues de l'océan Atlantique. Ils se sont engagés dans l'étape numéro 7, celle qui fera d'eux une communauté viable. La plupart de leurs activités ne diffèrent pas de celles qu'ils menaient sur Terre. Les techniciens s'occupent de la maintenance. Les enfants vont à l'école, les malades vont chez le docteur et les gens vont travailler. Mais cette première génération d'aquanautes explore également son environnement sous-marin en plongeant jusqu'à 300 mètres ou davantage. Il leur suffit de regarder par la fenêtre pour acquérir une connaissance intime de l'océan que seuls quelques privilégiés ont eu le plaisir d'expérimenter avant eux. J'ai dû passer une trentaine de jours au total sous la mer. C'est unique. Il y a quelque chose de particulier à dormir sous la mer. On entend les bulles que fait l'habitacle, on regarde par le hublot et on voit l'océan tout autour de soi. Un monde encore plein d'imprévus.
La vraie récompense, ce sont les choses que vous apprenez et que vous voyez alors que vous ne vous y attendiez pas, et dont vous ignoriez même l'existence. Il y avait des gens qui descendaient, et ça peut paraître idiot, qui suivaient des poissons pour voir où ils passaient leur temps et quel était l'habitat dont ces poissons avaient besoin pour se développer. Grâce à la richesse des observations et des données scientifiques, les chercheurs peuvent commencer à récolter les fruits d'une économie sous-marine, en identifiant les espèces capables de favoriser des percées technologiques. On parle des méduses, de la partie gélatineuse de la méduse et de sa transparence qui pourrait être utilisée en optique, ou de la peau du poulpe et du calamar qui changent de couleur pour se camoufler. Qu'il s'agisse d'extraction minière ou de médecine, de production alimentaire ou de production d'électricité, les domaines d'exploration sont nombreux. La vie dans la colonie sous-marine commence à trouver son rythme. Pendant ce temps-là, aujourd'hui devant l'aquarium, les caméras de télévision jouent des coudes. Lloyd Godson va bientôt quitter sa minuscule capsule sous-marine après un séjour de 14 jours. Bonjour Lloyd, comment vas-tu? Ah, bonjour Malte. C'est la dernière fois que je te dirai bonjour de ma maison sous l'eau. Eh bien, je vais bien. D'autant que la fois précédente, un système d'aération défectueux l'avait contraint de s'arrêter au 12e jour. Aujourd'hui, il est sur le point d'atteindre son objectif de 14 jours. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Terminé! Il a également atteint son second objectif, produire 2500 watts d'électricité par heure. De quoi faire fonctionner une de ses caméras de télévision pendant 2 jours. Mais tandis qu'il s'en va triomphalement, une pensée le poursuit avec insistance. Ce séjour de 14 jours sous haute pression aura-t-il un effet néfaste sur son corps? Le risque de souffrir d'une maladie due à la décompression est vraiment minime à une profondeur si faible, mais il demeure quand même. De retour à l'air libre, tout semble a priori bien se passer. J'ai vraiment hâte Un câlin à sa femme, Carolina. de serrer ma femme dans mes bras. Les premières questions. Salut les gars, à tout à l'heure. Mais soudain, il sent que quelque chose ne va pas. Je suis arrivé en bas de l'escalier, j'avais la tête qui tournait. J'avais un peu le vertige et les gens ont dit que je suis devenu tout pâle. Un mobil-home se transforme en cabinet médical improvisé. Je me suis allongé dans la caravane pendant une demi-heure avec 100% d'oxygène. Au bout d'une demi-heure, les vertiges ont disparu. Les examens ultérieurs ne révèlent aucun symptôme flagrant lié à un accident de décompression. Je me sens déjà beaucoup mieux. Mais cet incident nous rappelle qu'il y a des risques à vivre sous l'eau. Personne ne connaît avec certitude les effets à long terme de la vie sous-marine. Les plongeurs qui doivent travailler sur des fonds marins peuvent réduire leur exposition aux hautes pressions, mais ils ne peuvent pas entièrement l'éliminer. Le reste de la colonie peut vivre confortablement à une pression atmosphérique normale, mais elle sera malgré tout confrontée au confinement et à l'isolement. Certains pensent que pour pallier ces inconvénients, il faudrait envoyer des robots plutôt que des humains. C'est moins cher et moins risqué. En fait, on se repose déjà beaucoup sur la technologie pour étudier les profondeurs océanes. Mais dans certains cas, notre nature profonde revient au galop. Nous sommes des créatures conçues pour l'exploration. C'est ce qui nous pousse à aller sur la Lune, sur Mars, et à créer des colonies au fond de la mer. Que nous soyons poussés par le désir ou le besoin de trouver de nouveaux espaces de vie, il paraît inévitable que les humains vont commencer à s'installer sous la mer. Nous sommes la première génération à voir notre planète depuis l'espace et à prendre conscience qu'on n'aurait pas dû l'appeler la Terre, mais l'océan. Et il n'est pas impossible qu'on finisse par l'appeler la maison.